travers le monde, 50 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. C'est à se demander ce qui se passe. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit forcément y avoir une explication. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Dans cet épisode, une mystérieuse boule de feu sur l'autoroute. Que Dieu ait pitié de nous! On dirait qu'un énorme brasier sur roue arrive droit sur eux. Seigneur! Le Mexique a-t-il tourné la suite du film d'horreur Les Oiseaux d'Hitchcock? Ces images sont presque surnaturelles. Ce sont des milliers d'oiseaux. D'où est-ce qu'ils viennent? Pourquoi ils tombent comme ça tout d'un coup? Et une plage au paradis Il y a tout qui bouge. qui semble être vivante. C'est si incompréhensible qu'on se demande si c'est réel. Ça paraît impossible. Des phénomènes étranges, C'est pas vrai! des mystères ont été filmés. C'est hallucinant! Que cachent ces étranges vidéos? Nous sommes dans la ville de Cáceres, dans l'ouest du Brésil. Début octobre 2020, un homme et son épouse circulent sur l'autoroute BR 070. Au loin, ils aperçoivent quelque chose d'étrange et se mettent à filmer avec leur téléphone. Ils conduisent et filment devant eux. On dirait qu'il y a une lueur orange tout au fond. Soudain, ils comprennent qu'ils sont en train de filmer une vision de l'enfer qui approche à grands pas. Seigneur! La panique s'empare d'eux. Attention! Va là-bas, va là-bas! Seigneur! Que Dieu ait pitié de nous! On dirait qu'un énorme brasier sur roue arrive droit sur eux. La boule de feu fonce vers eux tel un volcan en pleine éruption. Bon sang, cette chose est passée à toute vitesse devant eux. Il n'y avait que du feu. Vous avez déjà vu Ghost Rider? On dirait l'un de ses amis. La boule de feu n'a pas du tout l'air de s'arrêter. Le couple arrête la voiture. Ils sont entourés de braises. Mon Dieu, prends pitié de nous! On se demande forcément d'où vient le feu. Seigneur! Oh mon Dieu! Connor McCourt, ancien analyste d'images de la police de New York, découvre que cette boule de feu catastrophique est un gros véhicule déchaîné. La vidéo montre un énorme camion qui dévale l'autoroute, laissant derrière lui une pluie d'étincelles. Des flammes jaillissent. Le couple est terrifié. Il y a des étincelles partout. Mais quelle est la source de ces flammes? C'est ce que l'on tente de découvrir. En arrière-plan, on distingue une lueur. Est-ce un feu de forêt? C'est peut-être ce qui a mis le camion en feu. Connor McCourt suggère que le conducteur du camion a essayé de traverser un feu de forêt. Laissez-moi vous montrer une vidéo. Vous verrez ce qui se passe lorsque l'on conduit dans un feu de forêt. C'est une expérience terrifiante. En août 2018, lors d'une randonnée dans le parc national de Glacier, Justin Bilton et son père Charles, âgés de 70 ans, se sont retrouvés encerclés par un feu de forêt dévastateur. Ralentis, ralentis. Mais papa, la voiture surchauffe là, elle va exploser. Dieu, pitié, aidez-nous. Ils réussiront à se diriger vers un lac où le personnel du parc viendra les secourir en bateau. Ils ont eu beaucoup de chance. En 2018, un feu de forêt dans le comté de Butte, en Californie, a fait à lui seul 85 victimes. Quant à cette région du Brésil, elle n'est cependant pas réputée pour ses incendies. Il est vrai que l'on entend souvent parler de la forêt amazonienne qui brûle à une vitesse incroyable, mais cette région du Brésil n'en fait pas partie. Elle est située dans une zone humide, le Pantanal. Le Pantanal est la plus grande zone humide tropicale du monde, couvrant plus de 150 000 km², soit environ un tiers de la France. C'est un habitat souvent immergé à 80%, qui semble peu propice aux incendies.
Généralement, les incendies du Pantanal sont dus à la sécheresse et à l'agriculture sur brûlis. Mais ces zones humides possèdent une caractéristique unique qui les rend particulièrement fragiles. Le Pantanal renferme d'immenses tourbières. Ces zones, constituées de matière organique en décomposition, stockent d'énormes quantités de carbone. En période de sécheresse, la tourbe se dessèche et si elle s'enflamme, peut provoquer ce qu'on appelle un feu zombie, une sorte d'incendie souterrain quasi impossible à arrêter. Ces feux ardents peuvent brûler en profondeur pendant des mois sans être détectés avant de surgir en surface. Les incendies de 2020 au Pantanal sont les pires jamais enregistrés. Ces feux ont détruit environ un tiers du biome de la région. C'est une perte énorme pour la vie végétale et animale. Les scientifiques ont découvert des jaguars errant dans les terres dévastées, les pattes brûlées jusqu'à l'os et des caïmans carbonisés. On estime que 17 millions d'animaux sont morts et que tout être humain piégé par les incendies a subi le même sort. Il est possible que le camion en question ait connu la même chose. Il a pu traverser un feu de forêt et c'est ce qui l'a enflammé. Mais Tracy Walder, ancien agent de la CIA, n'est pas convaincu de la théorie du feu de forêt. Je doute qu'il s'agisse d'un feu de forêt. Tout simplement parce qu'à un moment ou à un autre, on peut supposer que le conducteur serait sorti de son véhicule et n'aurait pas continué à traverser les flammes à toute allure sur une autoroute à 2 voies. Tu filmes? Oui. Oh Seigneur. Tu filmes? Oh mon Dieu. Matt Kutcher, expert en pyrotechnie à Hollywood depuis plus de 30 ans, réalise certaines des grosses explosions que l'on voit dans les films. À mon avis, il s'agit d'un camion qui sort littéralement de l'enfer. Si l'enfer est de l'autre côté, ce camion sort forcément, pas vrai? Ouais. Matt est un passionné des courses qui adore passer ses week-ends à faire crisser ses pneus sur un circuit. D'après lui, cet incendie infernal pourrait être causé par le camion lui-même. La vraie question est de savoir si l'incendie dans la vidéo est dû à un défaut mécanique qui a mis le feu à la cargaison. Exact. Au Brésil, un couple terrifié filme un mystérieux camion en feu qui fonce sur lui. Tu filmes? Oui. Oh Seigneur. Tu filmes? Oh mon Dieu. Matt Kutcher, expert en pyrotechnie, pense que ce camion de l'enfer a pris feu à cause d'un défaut mécanique. La raison est peut-être très simple. Imagine un peu un poids lourd de 15 mètres avec une cargaison. Le pneu explose, mais tu ne le sais pas. Non, Le pneu commence à se défaire et il ne te reste plus que la jante. le conducteur ne peut pas le savoir. Non, il ne peut pas. La jante frotte le sol, ça fait quelques étincelles qui entrent dans la cargaison. Ça peut être du bois, de l'engrais, il peut y avoir n'importe quoi là-dedans. 2-3 étincelles et on a un camion de l'enfer. Voyons si l'on peut recréer ça. J'ai une idée. On devra réduire l'échelle, mais je pense pouvoir réussir et ainsi prouver ma théorie. On y va. Matt Kutcher et son équipe n'ont pas de poids lourd sous la main dans le hangar. Ils recréent donc le camion de l'enfer avec un véhicule tout-terrain et une remorque remplie de bois. Le bois représentera le matériel agricole que le camion transportait selon Matt. Ils placent des bonbonnes de gaz sur leur véhicule. Elles reproduiront les forces agissant sur le camion brésilien. Alors, on a là du propane qui va servir à allumer le feu. Et une fois qu'il sera allumé et qu'il aura bien démarré, on va en remettre à l'intérieur. Il espère que l'explosion de gaz reproduira la vitesse à laquelle le camion roulait et provoquera des flammes dignes de Ghost Rider comme dans la vidéo. Bien que toutes les mesures de sécurité aient été prises, cette expérience reste dangereuse. Ces expériences sont réalisées après 35 ans de pratique professionnelle. Ne les reproduisez pas à la maison. L'équipe se prépare à partir. Alors, qui va conduire ce super camion? On fait Shifumi? Bien, vous êtes prêts? J'ai les clés. Matt va maintenant enflammer la cargaison afin de représenter les étincelles projetées par un pneu explosé qui roule sur sa jante. Allez, tous en position. D'accord. Ça te rappelle pas quand je te conduisais à l'école? Oui, c'est presque pareil. Le camion de l'enfer miniature s'éloigne.
Matt attise les flammes en utilisant du propane hautement combustible. Propane! C'est bon! La cargaison est allumée. Matt simule la vitesse à laquelle roulait le camion en stimulant la remorque en flammes avec davantage de propane sous pression. Joli! Propane! Maintenant qu'une quantité suffisante de propane a été ajoutée, l'équipe peut reproduire la vitesse de 90 km/h du camion. La vitesse du gaz augmente et la cargaison se transforme en un véritable brasier. Ça ressemble bien à une boule de feu! Les flammes s'échappent de l'arrière du véhicule, projetant des braises rouges sur leur passage. C'est pas mal du tout! C'est très similaire au camion de l'enfer du Brésil. À présent, Matt et son équipe éteignent le feu. Ils sont convaincus de la véracité de leur théorie. C'est déjà dur pour nous de l'éteindre. Comment ils ont pu faire avec le camion sur la route? J'en sais rien. Mais le nôtre fait à peine 1 mètre alors que le leur en faisait 15. Tu as vu comme c'est arrivé vite? Une défaillance mécanique dans le camion, une cargaison adéquate, et on obtient un accident de ce type. Au Brésil, les enquêteurs ont fini par retrouver les débris carbonisés du camion et son chauffeur terrifié qui s'en est sorti de justesse. Et il s'avère que Matt Kutcher avait raison. Le chauffeur du camion a agi en héros. L'un des pneus avait explosé et pris feu. Le feu s'est ensuite propagé au chargement qu'il transportait. Dedans, il y avait du matériel agricole très inflammable. Le chauffeur a foncé sans s'arrêter pour essayer désespérément de s'éloigner des habitations et des gens, mettant sa propre vie en péril. Il a parcouru 17 km pour mettre le véhicule à distance. C'est incroyable. Ce monde est peuplé de héros. Des événements troublants. Il n'y avait plus rien. Ça ne peut pas arriver ici. Et des personnages plus grands que nature. Je me suis sentie trahie. Je donnerais ma vie pour ce singe. DocuD, mercredi 21h, à Canal D. Nous sommes dans la municipalité de Cuauhtémoc, dans l'état de Chihuahua, au Mexique, le 7 février 2022. Tôt le matin, sur une route de banlieue encore endormie. On dirait que cette vidéo a été prise par une caméra de porte ou un système de vidéosurveillance. On est en zone rurale, dans un quartier tranquille. Soudain, l'enfer se déchaîne dans le ciel. Oh Seigneur, c'est quoi ça? C'est dingue. Ces images sont presque surnaturelles. On dirait que les ténèbres tombent du ciel. Ça ressemble à un nuage noir qui descend du ciel pour s'écraser au sol et puis se volatiliser. Mais ce n'est pas un nuage. Ce sont des milliers d'oiseaux. D'où est-ce qu'ils viennent? Pourquoi ils tombent comme ça tout à coup? En quelques minutes, le standard téléphonique de la police locale est pris d'assaut. On voit que certains oiseaux se sont envolés, mais beaucoup sont restés au sol, morts ou agonisants. Ces oiseaux sont des carouges à tête jaune. Ils migrent du Canada vers le Mexique pour l'hiver. C'est évident qu'ils volaient vers le sol à toute vitesse, comme si une main invisible les poussait. On se demande donc quelle est cette main, quelle est cette force. La journaliste scientifique Amy Shira Teitel découvre que cette scène a été filmée près d'une zone connue des habitants comme la zone du silence. C'est un endroit mystérieux dans le désert de Chihuahua, où les signaux de télécommunication sont brouillés, où les boussoles sont inutilisables et où des objets tombent du ciel. Ce paysage insolite est un ancien fond marin de la Thétis. Lorsque ce paléo-océan a fini par s'évaporer il y a quelques 100 millions d'années, il a donné naissance à cette étrange étendue de sable. On l'appelle la zone du silence, pour une raison évidente. En juillet 1970, les États-Unis ont lancé un missile de l'Utah vers le Nouveau-Mexique. Il a dévié de plus de 650 km de sa trajectoire pour atterrir en plein milieu de la zone du silence. Le missile Athéna 122 mesurait 15 mètres et pesait plus de 7 tonnes. Son vol d'essai devait s'achever sur la base de lancement de White Sands au Nouveau-Mexique. Mais il n'est jamais arrivé. À une vitesse de plus de 24 000 km/h, il dévie soudainement de sa trajectoire et disparaît des radars américains
pour s'évanouir dans la zone du silence. 650 km, ce n'est pas une petite différence, c'est énorme. Et à ce jour, personne ne sait comment c'est arrivé. Certains pensent que d'étranges anomalies magnétiques dans la région créent un vortex qui aspire des matériaux de l'atmosphère. Selon une légende urbaine, le sol souterrain de la zone contiendrait des niveaux élevés de magnétite, ce qui créerait un champ électromagnétique aussi puissant que celui du pôle Nord. Certains sont convaincus que cette zone spécifique attire ceux qui tombent sur la Terre. Les oiseaux utilisent le magnétisme terrestre pour s'orienter lorsqu'ils migrent sur des milliers de kilomètres. En effet, la protéine cryptochrome 4, présente dans leur rétine, agit comme un compas magnétique. Les scientifiques pensent qu'elle agit comme une boussole interne chez les oiseaux en éclaircissant ou en assombrissant des zones de leur vision, selon qu'ils regardent ou non un champ magnétique. Est-ce que le vortex étend ses frontières et développe ses pouvoirs jusqu'à affecter les oiseaux? Mais la biologiste Jade Lovell doute que des vortex magnétiques incontrôlables aient pu autant désorienter ces carouges. C'est vrai que certains oiseaux utilisent les champs magnétiques de la Terre pour se diriger, mais dans le cas présent, il s'agit d'autre chose. On voit qu'ils ont dévié soudainement pour aller directement vers le sol. Au Mexique, une caméra filme une volée d'oiseaux kamikazes qui, sans raison, se jettent au sol vers une mort quasi certaine. La biologiste Jade Lovell se demande si une étrange histoire d'oiseaux venant des États-Unis pourrait nous éclairer. En 2018, à Gilbert, dans le Minnesota, la police a signalé des résidents en état d'ébriété. Mais il ne s'agissait pas d'humains, c'était en fait des jaseurs d'Amérique. Ces oiseaux agissaient de façon très inhabituelle. Ils s'écrasaient sur des obstacles, tombaient des arbres, ils n'agissaient pas comme des oiseaux. Ces oiseaux mangent souvent des fruits fermentés et ils possèdent l'un des plus gros foies du monde aviaire. Cependant, en raison d'un gel brutal cette année-là, leur nourriture habituelle a gelé et fermenté trop tôt. Le sucre s'est concentré, donnant la même teneur en alcool que la vodka. Cette vidéo donne un nouveau sens à l'expression « ivre-mort ». Dans ce cas, on peut se demander s'ils n'ont pas trouvé leur propre tequila et s'en sont enivrés. Mais le biologiste Leslie Samuel fait une découverte qui prête à réfléchir. Ici, ce sont des carouges à tête jaune et ils se nourrissent de graines, de céréales et d'insectes. Ils ne mangent pas de baies ni de fruits pouvant fermenter, donc ils ne peuvent pas être ivres. Il y a une autre explication. Le carouge à tête jaune adulte mesure entre 20 et 25 cm. L'analyste d'images Connor McCourt repère dans cette vidéo un oiseau qui semble plus grand que les autres. Juste ici à gauche, on voit un oiseau plus grand, avec une envergure plus importante et avec les serres déployées. C'est peut-être un aigle ou une sorte de faucon. Cette découverte pourrait expliquer le comportement étrange de ces carouges. On observe souvent chez de nombreux grands groupes d'animaux, comme les bancs de poissons ou les volées d'oiseaux, qu'à l'approche d'un prédateur, le groupe change de direction et ils vont tous dans le même sens pour former un bloc compact. C'est une réponse évoluée à la prédation qui permet de tromper les prédateurs en paraissant plus grand que la réalité. Ici, un prédateur s'est approché du groupe et ensemble, ils ont changé de direction. Malheureusement, ce changement de direction a causé la mort de beaucoup de ces oiseaux. Quand on y pense, c'est assez paradoxal qu'un comportement instinctif censé sauver la vie des oiseaux les ait finalement condamnés. C'est une vidéo bouleversante, voir autant d'oiseaux mourir en même temps. C'est très triste. Et ça me fend le cœur de voir de si belles créatures du ciel mortes sur le sol. Attache ta calotte avec de la broche. On décolle! Pas moi qui mange le pire! On l'avait pas vu venir celle-là. Un bon petit monsieur! Vous êtes en état d'arrestation? Les samedis humour, 20h, à Canal D. Nous sommes à Upama Beach, sur l'île d'Okinawa, au Japon, le 26 octobre 2021.
Surnommée le Hawaï du Japon, l'île d'Okinawa est la première destination de tourisme balnéaire du pays. Mais alors qu'un vacancier se dirige vers la mer, il fait une découverte hallucinante. Il y a tout qui bouge. Oh, la plage entière! C'est du sable? C'est impossible! La caméra se déplace et la plage semble bouger et onduler lentement et silencieusement. C'est si incompréhensible qu'on se demande si c'est réel. Ça paraît impossible. On se croirait dans Matrix. C'est tout bonnement hallucinant. Est-ce que la carte graphique de la Terre vient de planter? Ce n'est vraiment pas censé faire ça. On dirait une hallucination qui aurait été filmée. Qu'est-ce qui se passe? La plage entière semble se soulever et onduler. C'est comme si la plage devenait liquide. L'explorateur Georges Kourounis trouve un indice dans l'histoire géologique violente de la région. Les îles japonaises se trouvent au-dessus d'un foyer d'activité tectonique. Le Japon subit plus de 2000 tremblements de terre par an, soit environ 5 par jour. Pour un pays de 380 000 km², ça fait beaucoup. Parfois, un phénomène très particulier se produit lors de grands tremblements de terre. Le sol peut se transformer en liquide. La liquéfaction survient dans les sols saturés, souvent près des côtes ou des marais. Les violentes secousses d'un tremblement de terre augmentent la pression de l'eau autour des particules du sol et du sable. Elles sont alors délogées et peuvent se déplacer librement. Le sol peut devenir si mou et instable que des objets s'enfoncent littéralement dedans. Les gens, les voitures, les maisons. Chaque jour, on tient pour acquis que le sol sur lequel on marche est solide. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. L'ingénieur Nick Householder veut découvrir si un tremblement de terre aurait pu liquéfier la plage d'Upama Beach en reproduisant ce processus dans son atelier. Voici un échantillon de sable mouillé, comme on en trouve sur la plage. Vous savez quoi? On va faire un château de sable. En général, la liquéfaction se produit en cas de tremblement de terre de magnitude 4 ou 5 sur l'échelle de Richter. Mais même les activités humaines, comme le dynamitage sur un chantier, peuvent transformer un sol solide en piège mortel. Voilà, notre château de sable est prêt. Il ne reste plus qu'à attendre un tremblement de terre. Je doute qu'il y en ait un de prévu, alors je vais devoir réaliser les énormes forces tectoniques moi-même. C'est parti, je secoue. Je viens de commencer, et vous remarquez que ça ressemble déjà à du pudding ou à de la gélatine. Ici, en particulier, l'eau est déjà en train de remonter à la surface. En secouant, l'eau qui circule dans les grains de sable les déloge et commence à rendre le sable plus fluide. Continuons. Nick continue sa simulation. Et quelques secondes plus tard, toute la structure de plage sur laquelle il a construit son château change d'aspect. Vous remarquez que le château de sable s'enfonce lentement dans le sable lorsque je secoue. Il n'arrive pas à conserver sa forme. Tout bâtiment ou objet situé sur le sable qui subit une liquéfaction est condamné. C'est le même sable mouillé qui m'a servi pour le château de sable. Rien n'a changé. Je n'ai fait qu'ajouter des vibrations. Continuons. Peu à peu, le sable s'enfonce et l'eau monte. La composition de la plage change radicalement. Si vous étiez sur cette plage, vous seriez fichu. Elle n'a aucune stabilité structurelle. Et c'est exactement ce à quoi ressemble le processus de liquéfaction. C'est terrifiant. Mais en observant de plus près le résultat, je ne suis pas certain que ça explique ce que l'on voit sur la vidéo. Je crois que ce n'est même pas une plage. D'après moi, il s'agit de l'océan, car je crois voir quelque chose flotter. Il se passe sans doute autre chose. Sur une île surnommée le Hawaï du Japon, un homme filme une plage qui semble se changer en gélatine sablonneuse. La journaliste scientifique Ashanti Davis pense avoir la réponse.
En regardant de plus près la vidéo, on voit la plage se déplacer un peu comme des vagues. En fait, ce n'est pas vraiment la plage, mais quelque chose qui se trouve au-dessus de l'eau. Il pourrait peut-être s'agir de ponces volcaniques. Lors d'une éruption volcanique sous-marine, la lave et les gaz émis peuvent se refroidir très rapidement au contact de l'eau de mer. Les bulles de gaz sont alors emprisonnées dans les roches qui vont se mettre à flotter. La géologue Kate Larsen examine les données volcaniques de la région. Cette vidéo a été filmée quelques mois après une importante éruption volcanique près du Japon. Le 13 août 2021, à 1400 km à l'est d'Okinawa, le volcan sous-marin Fukutoku Okanoba entre violemment en éruption, projetant des panaches de cendres à 12 000 mètres de hauteur. 2 jours plus tard, une île d'à peine 1 kilomètre s'est formée et un champ de pierre-ponce de 12 km de large s'étend sur 100 km à l'ouest en direction d'Okinawa. On appelle ça des radeaux de pierre-ponce. Ils peuvent dériver pendant des jours, des semaines, voire des mois, vers différentes parties de l'océan. Ils se répandent partout. 2 mois et demi plus tard, le radeau atterrit à Okinawa. Une habitante tente même de nager dans cette étendue de ponce d'1 mètre de profondeur. Mais craignant pour sa vie, elle finit par renoncer. Elle a eu beaucoup de chance. Les vagues de ponce sont un phénomène fascinant pour nous, mais elles peuvent faire des ravages chez les poissons. À Okinawa, la pisciculture est anéantie, car les animaux avalent les ponces et meurent. L'autorité japonaise de sûreté nucléaire craint même que les ponces ne bloquent les bouches d'aération utilisées pour refroidir les réacteurs nucléaires. L'opération de nettoyage menée par l'administration territoriale dure 3 semaines et coûte plus d'1 demi-million de dollars. Ça a peut-être l'air génial vu comme ça, mais ces radeaux ont eu un impact négatif partout où ils sont allés. Ils ont engendré des tonnes de problèmes. Maintenant, quand j'irai à la plage, je verrai les choses différemment. Et aussi lorsque j'utiliserai de la ponce chez moi. Il n'y a pas de confiance qui tienne. Il a quelque chose dans la main. C'est pas une bonne nouvelle. NCIS Hawaii, vendredi 22h, à Canal D. Nous sommes dans une salle d'opération d'un hôpital dans le Missouri, en 2019. Un homme de 59 ans passe une coloscopie de routine. Je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement d'une coloscopie. On introduit une caméra à l'intérieur du côlon pour s'assurer que tout va bien et qu'il n'y a pas de tumeur. J'ai un peu peur de ce qu'on va voir à l'intérieur, car je doute qu'il s'agisse d'une coloscopie tout à fait ordinaire. C'est alors que les médecins font une découverte effroyable. Mon Dieu. C'est une blague? J'imagine que la dernière chose que l'on s'attend à voir lors d'une coloscopie, c'est une coccinelle. Et c'est exactement ce que je vois là. La coccinelle se trouve dans le côlon transverse, la partie la plus longue du gros intestin. Les médecins inquiets prennent plusieurs clichés de l'insecte intrépide. Comment cette coccinelle est arrivée là? Elle est descendue par la bouche? Il faut élucider ce mystère. Le biologiste Leslie Samuel examine les images et ne croit pas que l'insecte soit entré dans le corps de l'homme par son anus. On se dit que les coccinelles sont assez petites. Elle a très bien pu entrer par là lorsqu'il dormait. Eh bien non, le sphincter anal exerce une pression suffisante pour qu'une coccinelle ne puisse pas y pénétrer. La fonction première du sphincter est liée à la continence. Des tests effectués sur des patients en bonne santé montrent que le muscle circulaire peut exercer une force suffisante pour retenir une charge d'1 kilo. Elle n'est donc pas entrée par là, mais il l'a peut-être avalée. Le problème, c'est que je n'arrive pas à imaginer comment une bête comme une coccinelle pourrait traverser tout le système digestif sans être désintégrée par l'acide gastrique. Ça me semble impossible. L'acide gastrique est très puissant. Il a un pH à peine supérieur à celui de l'acide sulfurique.
À moins que cette coccinelle soit Terminator, elle ne devrait pas être ici en un seul morceau. Il se passe quelque chose d'étrange. Dans le Missouri, une coloscopie ordinaire révèle quelque chose qui est tout sauf ordinaire. La seule chose qui ne devrait pas être sur ce cliché, c'est la coccinelle. Mais l'entomologiste Kevin Kasky révèle que ce n'est pas si étrange que des insectes vivent sur ou en nous. Pour la plupart des gens, imaginer des insectes vivant sur nous est un vrai cauchemar. Pourtant, l'anatomie humaine regorge d'histoires d'insectes qui ont élu domicile sur notre corps. Les acariens des Modex, par exemple, vivent dans les zones dermiques du corps, en général au niveau du visage. La nuit, ils sortent et se nourrissent. Une fois leur repas terminé, ils retournent dans leur petit port douillet qu'ils considèrent comme leur maison. Le corps humain est une véritable ménagerie de faune et de flore microscopiques. Si elle a éclos dans le côlon, elle a peut-être des amis. C'est affreux, mais ce ne serait pas la première fois que des insectes nous choisissent comme incubateurs. La mouche estre est un exemple de cette pratique. On sait qu'elle pond ses œufs dans des mammifères à sang chaud. Il existe une espèce appelée Dermatobia hominis. Et devinez où elle pond ses œufs? Dans l'homme. Une fois la larve implantée dans son hôte, elle utilise ses pièces buccales crochues pour manger et s'enfoncer profondément dans la chair. 2 mois plus tard, lorsque la larve a atteint sa taille adulte, la bête de 2 cm quitte son trou de nutrition dans le corps de l'hôte, se laisse tomber et se transforme en chrysalide. Est-ce que c'est ce qui se passe avec la coccinelle dans le côlon? Mais pour Ashanti Davis, journaliste scientifique, cette théorie est difficile à accepter. Il faudrait qu'une coccinelle change complètement sa façon d'être pour rester à l'intérieur d'un humain. En temps normal, elle pond ses œufs sous une feuille, près des pucerons, sa source de nourriture. Alors se retrouver soudainement à l'intérieur d'un homme, ce serait un changement d'évolution très radical. Je doute qu'une telle chose soit plausible. À mon avis, il y a une autre explication. La question à se poser est comment l'insecte a réussi à atteindre le côlon sans être digéré. Après avoir étudié le procédé d'une coloscopie, le biologiste Leslie Samuel estime que l'insecte a dû être avalé par le patient. Pour que la caméra puisse fonctionner dans le côlon, le médecin qui prépare la coloscopie nettoie les voies. Ainsi, le patient doit s'abstenir de manger et doit boire 3 litres de polyéthylène glycol pour nettoyer son système digestif. En fait, c'est un laxatif. Et c'est ce nettoyage du système digestif qui, selon les médecins, a permis à la coccinelle de rester en vie. On dirait qu'il a réellement avalé une coccinelle dans son sommeil. Les médecins supposent que c'est ce nettoyage du système et le fait qu'il n'ait pas mangé qui ont permis à la coccinelle d'atteindre rapidement le côlon et d'éviter d'être digérée dans l'estomac. C'est une légende de dire qu'on avale des araignées en dormant. Cependant, on ingère accidentellement de nombreuses bestioles volantes. Elles sont attirées par notre visage, nos oreilles pour manger le cérumen et notre nez pour l'humidité. Si ces malheureux insectes savaient où ils risquent de finir, ils y réfléchiraient à 2 fois. On peut se demander si cette coccinelle sait qu'elle est très loin de chez elle. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les coccinelles n'ont pas pour habitude de se retrouver dans ce secteur. Et je doute que ça lui fasse plaisir. Souris stupide, c'est fini les jeux d'enfants. Je viens finir ce que j'avais commencé. À nous 2, espèce d'enfoirés. Vous êtes complètement dingue. Mais un putain de monstre. Salopard de meurtrier, tu sais. Pauvre crétin. C'est moi le pauvre crétin. Dude, je dirais qu'il y a un problème. Bordel de merde. Si l'un de vous a quoi que ce soit d'autre à ajouter, qu'il le fasse vite ou la ferme. En fait, disons que... Ouais. Votre cinéma, dès le 10 avril 22h, à Canal D. Nous sommes dans l'espace aérien au-dessus de l'Allemagne. En juin 2021. Un passager remarque une étrange lumière à travers le hublot de l'avion et se met à la filmer avec sa caméra de très bonne qualité. On voit une sorte d'objet blanc, sa forme semble changer, il s'étire puis devient plus long. On dirait presque une réfraction de la lumière dans l'objectif de la caméra, mais elle n'est pas pointée en direction du soleil. La caméra du passager est équipée d'un zoom optique puissant.
Clairement, ce n'est pas un nuage. C'est luminescent et très brillant. Sa forme change constamment. On est en plein jour et il y a cet objet qui change de forme dans le ciel. C'est extraordinaire. Le plus étrange, c'est qu'il semble se déplacer et suivre l'avion dans le ciel. La vidéo dure 7 minutes. Et pendant ces 7 minutes, l'objet, peu importe ce que c'est, est resté juste à côté de l'avion. On se croirait dans la 4e dimension. Une vidéo prise par une caméra dans le ciel de l'Allemagne. C'est exceptionnel. Ça a été filmé par quelqu'un dans un avion. On voit cet objet qui semble changer de forme. Il est d'abord sphérique, puis il s'étire et devient plus long, jusqu'à être même légèrement transparent par endroits. Depuis des siècles, on récolte des témoignages de visions surnaturelles dans le ciel. D'abord sur le sol, puis dans les airs. Cet objet continue de se transformer, puis semble prendre une forme étrangement familière. Les témoignages le décrivent comme une forme angélique, et on peut comprendre pourquoi. Il a une forme humanoïde avec des reflets un peu irisés. Cette vidéo a quelque chose de légèrement angoissant. Il est brillant au centre et flou sur les côtés. Ça évoque l'habit d'un ange, une sorte de tissu drapé. C'est bien ça, non? Mais le physicien Michio Kaku pense que l'objet à la forme changeante pourrait être encore plus étrange qu'un ange. Une entité vivante qui existe en dehors du monde biologique. Si c'est une sorte de nuage gazeux lumineux, ce pourrait être un plasma. Le plasma est le 4e état de la matière. Il y a les solides, les liquides et les gaz. Mais de quoi est fait le Soleil? De quoi sont faites les aurores boréales? De gaz chaud ionisé et lumineux. Je pense donc qu'il pourrait s'agir de plasma. Le plasma spatial constitue 99,9% de notre univers. C'est un gaz qui a été tellement chauffé que ses atomes se sont séparés en électrons et en ions. En 2007, le scientifique Vadim Tsitovitch de l'Académie des sciences de Russie a avancé que le plasma pouvait être vivant d'une manière totalement différente de ce que l'on connaît. La vie sur Terre est basée sur le carbone. Mais étant donné l'immensité de l'univers et la façon dont la vie peut survivre et se développer dans des milieux très extrêmes, il n'y a aucune raison d'affirmer que c'est le cas pour tout notre univers. Cette vie aurait une signature chimique totalement différente. Elle pourrait être très difficile à détecter et avoir un aspect radicalement opposé à ce qui peut nous venir en tête quand on pense à la vie. Ce plasma est peut-être vraiment en vie. Qu'est-ce que l'on entend par en vie? Tout d'abord, il doit exister en tant qu'entité stable. Et ensuite, il doit pouvoir se reproduire et transmettre des informations. Cela évoque un scénario à la Star Trek. Mais étonnamment, en 2003, une université roumaine a mené des expériences susceptibles de changer notre compréhension même de la vie. Des physiciens ont réussi à créer des amas de plasma capables de croître, de se reproduire et de communiquer, soit tout ce que fait une cellule dans la nature. Sauf transmettre du matériel héréditaire comme l'ADN. Mais ceci ouvre des perspectives que l'homme n'aurait jamais cru possibles. Des millions de planètes sont habitables pour des formes de vie comme la nôtre, et des millions d'autres le sont pour des formes de vie totalement différentes. Ces expériences nous aident à comprendre comment la vie peut naître sur d'autres planètes, même s'il s'agit d'une vie dont on ne connaît encore rien. Et cette vie est peut-être proche de chez nous. En 2015, une étudiante de l'Institut d'astronomie de Sydney a examiné les données du radiotélescope de pointe Murchison Whitefield Array, situé en Australie occidentale. À la grande surprise de son professeur, elle a découvert des tubes de plasma géants à 600 km de hauteur dans la magnétosphère qui encerclaient complètement notre planète. Avec autant de plasma dans l'univers, l'évolution ne peut-elle pas créer une sorte de boule de plasma capable de se répliquer et de transmettre des informations? Cette hypothèse ne peut pas être exclue. S'agit-il de quelque chose que l'on pensait impossible auparavant et que l'on voit aujourd'hui de nos propres yeux? Qui sait ce qui a été filmé pendant le vol?
Mais si d'autres types de vie intelligentes s'intéressent à nos avions ou à nos technologies, il se peut que leur curiosité ne soit pas purement angélique. À mon avis, il faut rester prudent et leur dissimuler au maximum notre technologie et tout ce que l'on est capable de faire. Personne ne sait où ils se trouvent et l'on ignore quelles sont leurs intentions.